Je tiens à vous remercier tous d'être venus, et pour beaucoup de fort loin. Et puis je tiens à remercier absolument toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette démarche, qui ont mis de leur poche, qui se sont investies, qui ont pris des risques, qui supportent une pression politique ou sociale extrêmement forte pour faire apparaître tout simplement la réalité. Le constat, vous le connaissez, mais je vais en dire quand même quelques mots. La prédation des loups aujourd'hui a des effets catastrophiques et on a bien compris que cette situation était en aucun cas maîtrisée. Nous avons la ruine des éleveurs, nous avons le massacre des animaux, nous avons la déprise pastorale, nous avons une dangerosité aujourd'hui installée dans les territoires du fait des chiens de protection. Nous avons aujourd'hui autant les chevaux que les vaches, que les lamas qui sont massacrés et du coup qui deviennent à leur tour extrêmement dangereux. On a des charges de troupeaux de vaches qui traversent des villages. C'est-à-dire qu'au fond, on est en train d'attendre qui va mourir le premier. Donc ça, c'est une chose très importante pour nous quand on est maire, c'est que quand on discute avec telle et telle institution, on entend une sorte de recul en disant « je n'interviendrai pas avant que des enfants soient écrasés, soient bouffés, soient tués ». Voilà. Et donc, pour nous maires, c'est inacceptable de mettre en danger délibérément la population, de laisser notre économie être malmenée et d'être obligé de replier la population, ce qui est le cas aujourd'hui dans les zones où il y a des attaques de loups. On ferme les sentiers, on ferme les alpages. Dans les parcs, la fréquentation diminue. Les citadins ont peur maintenant de se balader. Donc cette affaire-là ne peut pas se contenter d'une réponse institutionnelle qui est un déni mondain, un autisme bureaucratique ou des mensonges cyniques. Pour nous les maires, nous avons subi la pression de la part de la DDE qui nous a dit vous inventez, c'est des chiens, c'est pas vrai, ils n'existent pas, prouvez-le, etc. Donc on voit aujourd'hui, on a vu chez nous et on voit sur les fronts de colonisation une sorte de déni institutionnel qui veut absolument forcer dans un déni démocratique cette imposition de ces animaux. Et les effets déjà aujourd'hui de la déprise du pastoralisme se voient avec les incendies dans les forêts du Midi, où 40% de la forêt n'est plus pâturée depuis 8 ans. Chez nos collègues allemands, les digues qui ne peuvent plus être protégées sur la mer du Nord, sur l'Elbe. Dans les zones, par exemple en Roquefort, où c'est carrément l'économie fromagère, c'est pareil en Suisse qui est impliquée. Dans les stations de montagne, l'ensemble des maires des stations de montagne ont voté une motion pour sortir de la Convention de Berne parce qu'ils n'arrivent plus à entretenir les pistes de ski. Et donc on commence à voir les dameuses qui dérapent avec des avalanches parce qu'au fond la broussaille est en train de prendre le pas. Même chose avec les avalanches. Donc en fait, on voit l'effet sociétal direct de cette non-maîtrise. Du coup, il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent sur cette question. Institutionnellement, vous avez des associations de maires qui interviennent. Vous avez aujourd'hui l'unanimité des syndicats agricoles qui interviennent. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est dans ce collectif, eh bien, c'est l'assemblée, le rassemblement, je ne sais pas comment il faut dire, assez souple, de citoyens, de groupes d'éleveurs, d'élus, la participation massive maintenant des élus territoriaux. Par exemple, ici, nous sommes subventionnés pour une part par Marie-Noëlle Battistel qui subventionne des analyses, pour une autre part par le département de l'Isère qui subventionne le travail juridique que nous faisons pour valider ce travail. Voilà l'ensemble des éléments qui nous ont poussés à nous engager très clairement, ici et ailleurs, dans une nécessité impérieuse de reprendre la main sur cette question. Ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est que nous sommes dans une démarche qualité, c'est-à-dire que
nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons, ce qui n'est pas l'habitude ni en politique ni dans les mœurs habituelles. Et puis je dois dire aussi que nous avons l'appui des médias depuis 1 an ou 2, et ça c'est très important pour nous, parce que la question qui est derrière cette question des loups, c'est la question d'une culture rurale qui a été au fond effacée, qui serait soumise à une sorte de diktat de principe. Et je crois que ça a été bien compris par l'ensemble des acteurs du pays, et donc d'un certain nombre de journalistes qui ont cessé d'abonder dans un baratin, comment dirais-je, de sensationnalisme, et qui comprennent les enjeux pour nos territoires ruraux au niveau de l'Europe, puisque la question est européenne, pour réaffirmer un mode de vie rural qui a sa noblesse, qui a sa culture, qui a son efficacité, qui a sa compétence, et c'est celle-là qui s'affirme aujourd'hui. Pour entrer dans le résultat de notre travail, nous avons demandé à l'ONCFS, alors là je vais aussi mettre tout de suite nous avons à l'ADREAL, à la DDT, à l'ONCFS, des acteurs qui sont positionnés très différemment. Nous avons carrément des gens qui nous soutiennent et nous avons carrément des gens qui nous attaquent, si vous voulez. Donc pour moi, je suis très gêné de dire l'ONCFS fait ci, l'ADREAL fait ça, puisque à l'intérieur, nous avons des positions très différentes. Le recrutement qui a eu lieu dans l'ensemble de ces institutions a été fait pour partie par des militants pro-loup qui, du coup, ont des postures qui ne sont ni scientifiques ni éthiques et qui, là-dessus, nous font une pression extrêmement sévère. Quand je dis nous, c'est autant les élus que les éleveurs. Donc, là-dedans, je parle du résultat institutionnel. Je sais que le NCFS diffuse des résultats et que la DDT, après, les interprète autrement. Donc, c'est très difficile, du coup, quand je vais parler des institutions, je parle de l'effet global, je ne parle pas des gens. Du coup, nous n'avons eu aucune réponse, ou des réponses fausses, il faut le dire les choses très clairement, sur qu'est-ce qui s'est passé depuis le retour des loups. Et du coup, le fait que le nombre, les dates, les quantités, les comportements aient été systématiquement minorés, ont déclenché non seulement une colère absolument légitime, mais du coup nous ont amenés au fond à démarrer nous-mêmes notre propre travail. Donc au début, quand on a fait ce travail, on n'imaginait pas du tout qu'on allait arriver sur les résultats que nous avons trouvés. Donc c'est combien il y a de loups, ça c'est quand même une question importante, puisque c'est la base qui permet à l'Europe de dire on en met plus, on en met moins. Quelle est l'origine de ces loups? Tout le monde nous parle des loups d'origine italienne. Qu'en est-il? Qu'en est-il en Europe? Quel est le niveau d'hybridation? En Italie, en Allemagne, le niveau d'hybridation est tout à fait reconnu, et par miracle, il lui fallu que chez nous, il n'y en ait pas. Et quelle est la responsabilité des loups dans les attaques? Alors, dans les différents travaux que nous avons faits, je vous rappelle que comment nous y sommes pris pour faire ces analyses, c'est des échantillons de salive, des échantillons pris sur des animaux morts, sur des os, nous ont permis d'avoir des résultats. Et du coup, par exemple, en Aveyron, l'ONCFS annonce un seul loup, et quand on a nos résultats d'analyse, nous on en trouve 10. Et donc, je ne sais pas si on peut apporter ce ratio à l'ensemble des loups, mais 360 loups ou 3600, ce n'est pas pareil. Donc, je ne vais pas affirmer aujourd'hui que c'est ce nombre qui est là. Dans tous les cas, on voit qu'on a des résultats complètement différents. Et puis quand même, un des aspects tout à fait importants, c'est que sur les 20 analyses complètes qu'on a eues, on a eu des analyses qui n'étaient pas complètes, on en a eu 20 complètes, et sur ces 20 complètes, on trouve 20 hybrides. Donc statistiquement, ça voudrait dire qu'il n'y a que des hybrides.
Donc ça, on va le vérifier. C'est un travail qui doit être fait avec les services de l'État. Mais dans tous les cas, sur les échantillons qui sont les nôtres, c'est une première constatation qui est très différente des chiffres annoncés par le NCFS qui disait il y a 2 ans, il n'y en a pas, puis il y en a eu 1%, puis il y en a 7%. Donc nous, on ne trouve pas ça. Et donc aujourd'hui, si nous faisons ce travail avec le laboratoire Forgen, j'ai moi-même donné des échantillons au laboratoire, comment il s'appelle, l'autre, Antagène. Je leur ai donné un échantillon et je leur ai demandé de se mettre ensemble, de coopérer ensemble pour qu'ils établissent ensemble les résultats. On peut imaginer qu'il y a des façons d'analyser différentes. Dans tous les cas, on veut du comparatif. Et à ce titre, le parc du Vercors, dans le cadre d'un accord avec la DDT, va demander officiellement ces doubles analyses. Je reprends mes notes. Cette question du nombre de loups réinterroge l'ONCFS. Les hypothèses de loup 360, est-ce que c'est des hypothèses hautes, moyennes, basses? Est-ce que les méthodes changeantes, est-ce qu'elles sont fiables? Du coup, on est légitimement en droit de demander le résultat de ces changements de façon de travailler à l'ONCFS. Deuxièmement, et ça c'est très important, c'est qu'on trouve à l'origine de ces loups, on trouve des gènes russes. On trouve ces gènes russes jusque dans les Abruzzes. Alors la question, elles arrivent, d'où viennent ces loups? Comment ils sont arrivés là? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent? Aujourd'hui, la principale origine trouvée sont des gènes russes ou lituaniens. Se pose la question du coup, ces loups d'Europe de l'Est, est-ce qu'ils sont venus là pour améliorer l'espèce de loup? Au fond, quel est le travail de l'environnementalisme? Est-ce que ça a été fait pour améliorer la race? Est-ce que ça a été fait à un moment où on pensait que ça ne se verrait pas? Est-ce qu'ils sont arrivés? Vous savez aujourd'hui que le plan loup doit faire de notre territoire un corridor. Est-ce que c'est déjà le cas? Depuis combien de temps? Dans tous les cas, on a une autre histoire que le retour naturel du loup d'origine italienne. Donc ça, c'est important parce que pour l'opinion publique, cette affirmation-là ne tient plus. Quelle est la part des lâchers clandestins? Pourquoi ne retrouve-t-on pas l'allèle 80 qui est typique des Italiens dans la population française? Aujourd'hui, ces loups qui n'ont pas peur des humains, puisque vous savez que les massacres ont lieu contre les façades des maisons. Est-ce que c'est la conséquence de l'hybridation? Est-ce que cette hybridation est naturelle? Est-ce qu'elle a été faite en élevage? Est-ce une adaptation des loups sur nos territoires parce qu'aujourd'hui, les loups n'ont pas de prédateurs et les humains ne leur tirent pas dessus? Pourquoi est-ce que ces hybrides ne sont pas pris en compte, n'ont pas été pris en compte jusqu'à présent? Pourquoi ne sont-ils pas sortis du plafond annuel? Ce n'est pas nous qui allons officialiser ce taux d'hybridation. Nous, on le constate. Donc, il y a un vrai travail à faire pour clarifier cette situation. Aujourd'hui, les prélèvements ADN, on les fait, si possible, on voudrait les faire devant la presse, on voudrait les faire avec devant comment ça s'appelle,
des huissiers, si vous voulez. En fait, on a besoin aujourd'hui pourquoi on a fait tout ça? On a fait tout ça pour savoir où on en est, pour pouvoir avancer plus avant. Maintenant qu'on en est là, on a besoin que ça soit officialisé. Un autre travail se fait également sur les... On voudrait faire le travail de l'état génétique sur les parcs animaliers en France. Donc, nous demandons de réaliser à nos propres frais des analyses génétiques sur la salive, hein, c'est pas très compliqué, des loups en captivité. Depuis 2003, on a vu qu'il y avait qu'il n'y avait pas de loups italiens dans les parcs animaliers. Du coup, d'où viennent ces loups? Certains loups sont échappés des parcs. Où est-ce qu'on en est sur cette question? Nous sommes en train de le chercher. Nous avons besoin de savoir également, dans les parcs animaliers, quels sont les loups d'origine mongole, quels sont les loups d'origine polonaise, quels sont les loups d'origine russe, et voir si on les retrouve dans les alentours. Du coup, on va demander à l'ONCFS, évidemment, de revoir leurs marqueurs génétiques pour évaluer les hybrides. Quand même, quand on a demandé pourquoi ce travail n'avait pas été fait, la réponse était « on ne nous l'a pas demandé ». Donc on a bien une réponse politique, si vous voulez, à cette situation. On voit qu'il n'y a pas de souhait d'aller dans ce sens-là. Et donc nous souhaitons évidemment que ça soit réalisé très clairement et très, très principalement. Nous souhaitons évidemment que ces prélèvements et ces analyses soient sur chaque loup tué ou par accident soient réalisés et les résultats communiqués. Et en cas de doute dans la prédation, voilà, puisqu'au fond, on voit bien que les évaluations qui vont faire dire ça c'est des loups, ça c'est pas des loups, dès qu'il y a un doute, on demande que cette analyse génétique soit faite, même si elle ne donne pas des résultats, on voudrait au moins qu'elle soit faite, parce que du coup, ça nous permet de savoir c'est un loup, c'est quel individu, est-ce qu'il a déjà attaqué, et ça nous permet de suivre réellement les populations. Nous affirmons qu'à la veille du plan loup, le retour en France des loups coûte extrêmement cher aux contribuables. 35 millions d'euros au premier pilier de la PAC, au déprimant des aides bio et de l'ICHN, pour une espèce dont le bon état de conversation dans l'Europe de l'Est et dans le reste du monde qui est très bon. Il y a 20 000 loups en Europe. Et qui désorganise chez nous l'économie et la vie sociale des territoires ruraux. En élevage, le coût humain et financier des prédations, la disparition des élevages d'animaux élevés en plein air et souvent sous le cycle de qualité, agriculture biologique ou AOP, le problème sur le tourisme et les loisirs, les parcs de protection fermant les espaces, les fermetures, les déplacements des chemins de randonnée, les morsures de chiens de protection. En environnement, la fermeture des milieux, la pression, la disparition de certaines espèces animales fragiles, donc les bouquetins, les lagopèdes, les tétras, et le financement par la région des futures brigades loups. Le nouveau plan loup ne prend aucunement en compte toutes ces réalités et encore moins les conséquences néfastes des hybrides sur les territoires. Aujourd'hui, l'ONCFS reconnaît 7,5% d'hybrides dans la population. Il faudrait faire apparaître la réalité de ce plafond. Le plan loup a pour objectif d'atteindre un effectif de 500 individus à la fin du quinquennat. Au vu de l'exemple de l'Aveyron, il semble qu'on ait très largement dépassé déjà ce nombre-là. Ce travail basé sur le volontariat a mobilisé et mobilisera encore les différents acteurs de l'espace rural, les éleveurs, les élus, les citoyens. C'est un exploit spontané de réunir autant d'acteurs et d'intérêts d'origine géographique différents au-delà des frontières nationales, en Suisse, en Allemagne, en Italie. Le fruit de cette collaboration peut être un dysfonctionnement récurrent. Nous espérons qu'il permettra l'évolution des méthodes et surtout une prise en compte du ressenti des acteurs des territoires et une communication sincère et transparente des résultats à l'ensemble des acteurs de la vie rurale.